Bonsoir. Merci d'être venus très très nombreux ce soir pour assister à la présentation de ce qui sera ma 9e et dernière saison comme directeur de l'Odéon Théâtre de l'Europe. Comme vous le savez, j'ai en effet décidé de ne pas briguer de 3e mandat. Si l'Odéon est aujourd'hui dans une grande forme artistique et publique, avec des taux de fréquentation payante avoisinant les 85% en moyenne sur les 8 dernières saisons, il se trouve néanmoins dans une situation budgétaire difficile. Avec une inflation d'environ 16% depuis 2017, entraînant chaque année des hausses de salaire, parfois âprement négociées, comme en 2022, où les grèves nous ont obligés à annuler 22 représentations, et une subvention de l'État qui n'a augmenté que d'un peu moins de 6% sur la même période. La marge artistique du théâtre, c'est-à-dire la somme que l'Odéon peut dépenser pour ses activités artistiques, spectacles et projets éducatifs, donc une fois payés les frais fixes du théâtre, est tombée, cette marge, elle est tombée en 2024 à environ 500 000 €. C'est 6 fois moins que la marge artistique dont Olivier Py bénéficiait à son arrivée à la direction de l'Odéon en 2007, et c'est 3 fois moins que celle que j'avais quand je suis arrivé en 2016. Le niveau de cette marge artistique est devenu très insuffisant si on veut continuer à accueillir des spectacles étrangers d'envergure, ce qui est la mission du Théâtre de l'Europe, si on veut continuer de produire et coproduire des spectacles ambitieux et novateurs dans des conditions de production qui les rendent possibles, temps de répétition suffisant, distribution de haut niveau, moyens scénographiques et technologiques importants, ce qui est la mission d'un théâtre national, et si on veut pouvoir continuer à prendre des risques en programmant des artistes peu ou pas encore reconnus, des œuvres contemporaines et pas seulement des grands classiques du répertoire, et surtout des spectacles que nous n'avons pas vus, tout simplement parce que nous sommes au début du processus de production et que nous faisons des paris sur ces spectacles. Alors si le second théâtre le plus doté de France ne peut plus jouer ce rôle moteur dans le paysage, qui pourra le jouer ? Nous avons produit ou coproduit 67 des 105 nouveaux titres que nous avons présentés pendant ces 9 saisons. Nous avons invité 25 metteurs en scène et metteuses en scène étrangères, dont 19 n'avaient jamais présenté de spectacle à l'Odéon, et comme d'ailleurs 70% des metteurs et metteuses en scène que nous avons programmés, et la moitié de ces nouveaux artistes auront été des femmes. Découverte, ambition et exigence artistique, prise de risque, c'est tout ce que je crains de ne pouvoir faire dans les années qui viennent. Et je ne peux qu'espérer que le prochain ou la prochaine directrice de ce théâtre, que j'aurais aimé pouvoir vous présenter ce soir, mais apparemment la nomination tarde un petit peu à arriver, je ne peux qu'espérer que ce prochain ou cette prochaine directrice réussira à convaincre la ministre de la Culture de la nécessité de soutenir le théâtre de l'Odéon et le service public en général. Dans le contexte politique et géopolitique que nous vivons, où le réel se présente à nous de plus en plus sous la forme de simplifications idéologiques, aussi dangereuses que délétères,
Nous avons plus que jamais besoin de pensées complexes, de cette pensée de la contradiction que permet le théâtre en nous confrontant concrètement à des points de vue divers et parfois opposés, en nous faisant vivre par sa nature même une expérience profonde de l'altérité. Pour cette dernière saison, découverte, ambition, prise de risque sont des qualificatifs, je pense, encore valables, heureusement. Et je crois que nous vous avons concocté une très belle saison. Mais nous avons dû nous résoudre à ne présenter que 12 spectacles pour un peu moins de 250 représentations. On était en moyenne à 14 spectacles pour près de 300 représentations. À n'inviter que 3 spectacles étrangers. Et enfin, à revoir notre grille tarifaire qui n'avait pas été augmentée depuis mon arrivée. Au contraire, j'avais créé des conditions d'accessibilité plus favorables pour ceux qui ne peuvent pas payer les pleins tarifs ou même s'abonner, avec la mise en place des avant-premières à moitié prix pour tous, la création d'une seconde catégorie de places à Berthier, l'offre de places gratuites au public jeune tous les jeudis, tout ce qui a contribué à diversifier et rajeunir le public de l'Odéon. Alors ces offres seront bien sûr maintenues, mais cette année, sans l'augmentation que nous nous sommes résignés à faire, nous n'aurions pas pu vous présenter une saison aussi stimulante. Les pleins tarifs vont donc augmenter de 2 € dans les 2 salles, les demi-tarifs de 1 €, et les places en abonnement vont augmenter de 4 €, ce qui, je sais, va représenter pour vous un effort important, mais pour un tarif qui reste encore très avantageux au regard du plein tarif. Je veux vous remercier ici de votre soutien, de votre fidélité, et remercier aussi les nombreux mécènes individuels et les entreprises qui contribuent de manière toujours plus significative au projet de l'Odéon. Je veux encore remercier tous les artistes qui m'ont accompagné pendant ces 9 saisons, notamment nos 5 artistes associés, Christiane Jataï, Caroline Guillet-Laine-Guyenne, Simon Stone, Alexander Zeldin et Sylvain Creusevaux. Alors Caroline et Sylvain sont là ce soir et présents dans cette nouvelle saison. Et puis tous ceux que nous avons eu à cœur d'inviter à plusieurs reprises, comme Christiane Loupa, Julien Gosselin, Jean-François Sivadier, Christophe Honoré, Célie Pote, dont vous pouvez encore voir à Berthier le magnifique Oui d'après Thomas Bernard jusqu'au 15 juin. Julie Duclos et Séverine Chavrier, présentes aussi dans cette saison prochaine. Tiffaine Raffier, Anne-Cécile Vandalem, je ne peux pas tous les citer, mais vous pourrez les retrouver dans la petite brochure rétrospective qui reprend sous forme d'un album photo une grande partie des spectacles que nous avons présentés depuis 2016. Alors c'est rétrospective avec un petit peu d'avance, mais c'était quand même plus facile de la sortir maintenant que dans un an. Avant de donner la parole aux artistes présents, je devrais dire présentes, car dans cette saison, le féminin l'emporte de loin sur le masculin, avec 8 spectacles sur 12 présentés par des femmes. Je voudrais rendre hommage au travail extraordinaire de Didier Juillard, notre directeur de programmation, qui m'accompagne depuis plus de 30 ans, depuis le Centre dramatique national d'Orléans, en passant par le Théâtre national de Strasbourg, le Théâtre national de la Colline et jusqu'à aujourd'hui, parce que vous lui devez, je pense, beaucoup de vos joies, de vos émerveillements, de vos étonnements, de vos chocs aussi, et peut-être parfois aussi de vos colères, de spectatrices et de spectateurs. Je voudrais encore chaleureusement remercier Patricia Stipp, notre administratrice, Olivier Schneuring, notre directeur de la communication et des publics, qui m'a suivi depuis la colline, notre nouveau directeur technique depuis 2 ans, Christophe Guald, Valentine Boulet, notre directrice du mécénat, toute l'équipe de direction et toutes les formidables équipes de ce théâtre qui contribuent à sa bonne marche et à son succès. Alors, je vais vous présenter certains que vous connaissez et d'autres que vous ne connaissez pas encore, à commencer par Camille Dagen,
Caroline Guillet-Laine-Guyenne, Julie Duclos, Sylvain Creusevaux. Va falloir qu'on fasse l'applaudimètre, là. Émilie Chariot. Lorraine de Sagazan. Et Stanislas Nordet. Alors, certains artistes n'ont pas pu être là ce soir. C'est le cas des artistes étrangers qui ne pouvaient pas faire forcément le voyage parce qu'ils sont en répétition ou parce qu'ils sont loin. Et également Séverine Chavrier qui est en répétition. Alors, on va commencer on va prendre les spectacles dans l'ordre. Le premier, c'est Demon, El Funeral de Bergman. C'est donc le 6e spectacle que Angelica Lidl présente à l'Odéon. Elle avait commencé en 2012 avec la Casa de la Fuerza. Alors, je suis pas très bon pour l'accent espagnol, mais vous aurez compris. Et jusqu'à Liebestod, ça c'est plus facile pour moi en allemand, Liebestod qu'on a présenté en 2022. Ce spectacle, Demon, El Funeral de Bergman, va être créé dans la cour d'honneur du Palais des Papes en ouverture du prochain festival d'Avignon, dans le cadre d'un projet européen qui s'appelle Prospero, qui est un réseau de théâtre européen. Et comme elle n'est pas là et qu'elle n'a pas non plus envoyé de vidéo, parce que c'est pas le genre à jouer tout à fait le jeu de ce genre de choses, c'est à moi de vous dire quelques mots du spectacle. Rien de plus difficile de décrire un spectacle de Lidl avant de l'avoir vu, parce que chacun de ces spectacles produit des images absolument stupéfiantes et inattendues. Alors ce qu'on sait, c'est que c'est le second volet d'une trilogie consacrée à l'approche de la mort. Dans le premier volet, qui s'appelait Voodoo, qu'elle n'a pas eu l'occasion de présenter en France, elle mettait en scène ses propres funérailles. Dans le second, donc dans ce spectacle, ce sont les funérailles du grand cinéaste suédois Ingmar Bergman, disparu en 2007, et grande source d'inspiration pour la performeuse espagnole. Et dans le troisième volet, elle annonce qu'elle mettra en scène son propre combat pour disparaître de la scène. Donc on verra. Elle s'inspire ici d'un texte que Bergman avait écrit après avoir vu les funérailles du pape Jean-Paul II à la télévision, et un texte donc pour décrire soigneusement comment il souhaitait que se déroule son enterrement, le cercueil, les vêtements, la musique, et aucun discours et aucun sentimentalisme. On voyait qu'il a été metteur en scène jusque par-delà sa mort, comme on pouvait s'y attendre. Angelica Lidl s'inspire aussi de notes de Bergman, où il a consigné la liste de ses démons: la peur, la colère, la paresse, le contrôle. On voit qu'il a voulu vraiment contrôler jusqu'au bout, le ressentiment. C'est l'occasion pour Lidl d'organiser le défilé de ses propres démons et de nous confronter avec les nôtres, avec l'idée que la hantise de la vieillesse l'emporte sur l'angoisse de la mort et que l'ultime démon est celui de la vanité. On sait que pour ce spectacle, elle mélangera les complices habituels de sa compagnie, un groupe d'amateurs et aussi des acteurs, actrices du théâtre Dramaten de Stockholm, qui est le théâtre que Bergman a dirigé pendant pas mal d'années et où il a continué de créer des spectacles jusqu'à la fin de sa vie. Et on sait que ces acteurs suédois auront à jouer des bouts du Songe de Strindberg, qui était aussi la pièce fétiche de Bergman qu'il a montée de nombreuses fois dans sa vie. Et puis on sait aussi qu'il devrait y avoir un cheval sur scène, des oiseaux, mais je ne peux pas vous en dire beaucoup plus à ce stade. Alors j'espère que vous aurez envie de faire ce voyage dans l'imaginaire d'Angelica Lidl, qui peut dérouter, parfois choquer, mais ne laisse jamais indifférent. Après, on va accueillir pour la première fois à l'Odéon un metteur en scène hongrois qui s'appelle Kornél Mundruczó. C'est un metteur en scène hongrois très important,
qui mène aussi une carrière internationale parce que c'est pas très facile pour lui de créer des spectacles dans son propre pays. Il a été notamment artiste associé à la Volksbühne de Berlin. Il est également réalisateur de films, donc il est cinéaste. Il a été plusieurs fois invité au Festival de Cannes. Et ce spectacle est en hongrois, mais il n'est pas prévu pour l'instant qu'il soit joué en Hongrie. Et il a été rendu possible par une coproduction internationale, donc en plus de l'Odéon, le Festival de Vienne, la Comédie de Genève, le Piccolo Teatro de Milan, le Festival d'Athènes Épidore, le Hebel Theater à Berlin, et encore d'autres. Peut-être si vous avez pu voir parmi ces spectacles à Bobigny, il y a quelque temps, un très beau spectacle qui s'appelait Imitation of Life, ou à Avignon, Disgrâce, d'après le roman de Coetzee, et Pieces of a Woman, dont il a fait également un film. C'est un metteur en scène qui se caractérise par des scénographies souvent spectaculaires. Par exemple, dans Imitation of Life, le décor se retournait complètement. Et puis, il se caractérise aussi par des histoires qui mêlent l'intime au contexte historico-politique. Le texte, qui est écrit par sa collaboratrice dramaturge, Kata Weber, s'inscrit clairement dans le contexte actuel de la Hongrie de Viktor Orban, où les discriminations envers la communauté LGBT sont très fortes. Et ici, ces discriminations vont être reliées à celles dont ont été victimes les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, en mettant en scène 3 personnages de 3 générations dans une même famille. Une grand-mère qui refuse de recevoir de l'actuel gouvernement hongrois une médaille de rescapé des camps. Sa fille qui a au contraire besoin de prouver son identité juive pour inscrire son fils dans une école à Berlin. Et ce fils qui ne s'intéresse qu'à son identité gay. C'est donc une pièce sur l'identité qui peut être à la fois un fardeau ou un privilège. Je vais vous laisser écouter Cornel Mundruczó, qui ne pouvait pas être là ce soir, parce que c'est ce soir que le spectacle est créé au Festival de Vienne. Parallax című előadásnak a díszletében ülök, ami azért nagyon fontos, mert ez egy magyar előadás, a Proton Színház új előadása. Sok év telt el, amióta együtt dolgoztunk, és végtelen örömmel tölt el, hogy újra a saját társulatommal készíthetek egy előadást. Ez az előadás a traumafeldolgozásról szól, arról, hogy egy ősbűn, egy trauma, egy ótestamentumi bűn, hogy használja fel az időt, és milyen hatással van nemzedékről nemzedékre, és hogy adja át a traumákat nemzedékről nemzedékre egymásnak egy család. Ilyen értelemben ez egy családtörténet, 3 generáció, van egy ősanya, van egy anya, és van neki egy fia. 3 különböző ország, 3 különböző idő, és ami összefogja, az az identitásnak kérdése, hogy ki vagyok én, hogy mi határozza meg, hogy én minek gondolom magam, hogy találom meg az identitásomat. És azt gondolom, hogy ebben az értelemben nagyon kortárs, hiszen az identitásunk az szilánkokra van törve, rengeteg dolog határozza meg, a piac, a digitális világ, a múlt, történelem, egy adott kor divatja, és ebben hogy tudunk tájékozódni. Számomra mindig legfontosabb Magyarországon készített előadásaim. A színészek, akikkel dolgozom, azokkal dolgozom 20-25 éve. Ez mint egy ilyen régi zenekar, nagy öröm újra összejönni, az ő elképesztő empátiájuk a karakterek iránt, az mindig felvillanyoz. Nagyon komplexen ábrázolnak emberi mélységeket, szépségeket, sötétségeket, és nélkülök azt hiszem, hogy ez az előadás mást jelentene. Az előadás címe Parallax, ami perspektívát jelent, miközben a képzőművészetben azt jelenti, hogy ha a perspektívát megváltoztatom, a jelentést megváltoztatom. Itt nézőpontokat akartunk bemutatni, egymással ütköző nézőpontokat, és az ebből megszülető
ellenmondásokat. Maga az ellenmondás az a mi tartalmunk, az ellenmondás felfedezése és színrevitele. Ezt tesszük egy nagyon egyszerű történetmeséléssel, helyenként finoman, helyenként provokatívan, és mindenképpen egy olyan társadalom margójára írjuk ezeket a széljegyzeteket, ami lassan és biztos kézzel űzi el a kritikus gondolkodást az országból. Kortárs figurák, kortárs színészek és kortárs problémák. Remélem, hogy ez ilyen értelemben a nézőkkel rezonálni fog bárhol, mert maga az alap történet az szörnyen univerzális, mindig és mindenhol megtörténhet. Szóval remélem, hogy velünk tartanak ebbe az utazásba, és köszönöm, hogy meghallgattak. Alors ensuite, si on prend les spectacles dans l'ordre, ça va être La Mouette de Tchekhov, qui sera donc le spectacle que je mettrai en scène comme metteur en scène indépendant. C'est la deuxième fois que je monte La Mouette. La première fois, c'était au Théâtre National de Strasbourg en 2001. Donc c'était un de mes premiers spectacles au Théâtre National de Strasbourg. À l'époque, je voulais vraiment parler de ce qui traverse cette pièce, c'est-à-dire l'amour du théâtre et la nécessité du théâtre, le besoin du théâtre pour mieux vivre, les contradictions du théâtre aussi, les nouvelles formes, les vieilles formes. Donc c'était beaucoup pour parler du théâtre. J'ai eu envie de retravailler sur La Mouette, donc là, en partant de l'Odéon, peut-être moins pour parler du théâtre que du monde dont le théâtre parle. Ça m'est venu quand j'ai travaillé avec des acteurs russes sur Oncle Vania, que vous avez peut-être revu au début de l'année 2020. En travaillant sur Oncle Vania, vous voyez une photo d'Oncle Vania, j'avais beaucoup insisté sur ce docteur Astroff qui parle sans cesse de la destruction des forêts, et à travers ça, au fond, de la destructivité de l'homme sur la nature, mais aussi de l'homme pour lui-même, vis-à-vis de lui-même. Et je crois que ça, c'est un sujet qui est vraiment au centre de l'œuvre de Tchekhov. Et à ce moment-là, je m'étais rappelé que la petite pièce de théâtre que Treplev écrit et met en scène dans le début de La Mouette, une petite pièce... alors c'est mieux de couper les téléphones quand même. C'est une petite pièce, parfois on ne fait pas trop attention à ce qu'elle raconte parce que les autres la regardent avec un peu de mépris, un peu de condescendance, en se disant « c'est quoi ce jeune artiste qui écrit des trucs incompréhensibles ?» Donc on ne fait pas beaucoup d'efforts pour la comprendre. Mais il se trouve que cette petite pièce, c'est une petite pièce qui raconte la fin du monde. Donc on est en 1895 et Tchekhov met en scène un jeune auteur qui est une sorte de visionnaire de la fin du monde. Alors bien sûr, à l'époque, il écrit, le texte commence par « Dans des millions et des millions d'années, il n'y aura plus aucune vie sur la Terre ». Depuis, ça s'est un peu resserré, le délai. Mais cette idée qu'on a un auteur qui parle de la fin du monde et qu'autour, les personnages qui sont autour refusent d'entendre, c'est la base, c'est la situation de cette pièce de Tchekhov. Et alors, en pensant à ça, je me suis dit, on va faire un truc un peu... On va reprendre la pièce, donc d'une manière tout à fait différente de celle que j'avais il y a 25 ans.
je remonte pas souvent les pièces, en fait. Hein. C'est vrai, faut vraiment que j'ai un changement de point de vue. Et au lieu d'inscrire la petite pièce de Treplev dans la pièce de Tchekhov, je me suis dit, on va inscrire la pièce de Tchekhov dans la pièce de Treplev. Et donc, le décor, ça sera le décor de la pièce de Treplev. Ça ne sera pas le décor de la pièce de Tchekhov. Et comme le décor de la pièce de Treplev, c'est la fin du monde, et que normalement, dans la pièce de Tchekhov, vous savez, ça se passe devant un lac. C'est le lac avec les mouettes, tout ça. Là, on aura un lac asséché. Et donc, on va vous jouer la mouette dans un lac asséché. Mais il y a quand même beaucoup d'humour. Hein. Chez Tchekhov, il y a toujours beaucoup d'humour. Pour jouer ce spectacle, on va retrouver beaucoup des acteurs que vous connaissez, notamment ceux que vous avez récemment vus dans Andromaque, Chloé Réjon, Pierrick Platier, Jean-Baptiste Anoumon, Boutaïna Elfekak. Vous allez retrouver aussi Claude Duparfait, qui joue en ce moment le spectacle de Célipo, Tabertier, qui est absolument magnifique, et qui a joué dans beaucoup de mes spectacles, donc dans l'École des femmes et dans Comme tu me veux, et dans Iphigénie. Et puis aussi Lamia Regragui, Sharif Andoura et Thierry Paré, qui ont joué dans Comme tu me veux, notamment, et puis et aussi dans Iphigénie. Et puis deux nouveaux acteurs, Jules Sago, qui jouera Treplev, et Lina Koudry, que vous connaissez peut-être, qui est une jeune actrice franco-algérienne, qui n'a pas fait beaucoup de théâtre, qui est surtout connue au cinéma. Elle a reçu le César du meilleur espoir pour un film très, très, très beau qui s'appelait Papicha. Plus récemment, elle a joué aussi dans Les Trois Mousquetaires. Elle faisait Constance Bonacieux. Voilà, donc c'est une jeune actrice que j'avais connue quand on faisait avec Stanislas, quand on avait inventé au Théâtre de la Colline, il y a maintenant 10 ans, un programme qui s'appelait Premier Acte, qui était un programme pour faciliter l'insertion de jeunes gens issus de la diversité dans la vie professionnelle. Et on peut dire que Lina est une des emblèmes de réussite de ce programme. Voilà, ça c'était la mouette. Donc maintenant, on va pouvoir passer à... C'est toujours moi qui parle, mais... c'est toujours moi qui parle, mais tous les artistes du début de la saison ne sont pas là. Donc... parce que aussi, je vais vous le dire. Alors, donc, ça, c'est la végétarienne, ou la végétariane en italien. Comme d'ailleurs le spectacle de Mundruzzo, c'est un spectacle qu'on accueille dans le cadre du Festival d'automne à Paris. C'est un spectacle de Daria De Florian. Daria De Florian, c'est son 4e spectacle à l'Odéon. La différence, c'est que c'est le premier spectacle qu'elle signe seule, puisque les spectacles que vous avez pu voir avant, le premier s'appelait Ce ne andiamo per non darvi preoccupazioni, donc nous en allons pour ne pas vous donner de soucis. Ensuite, il y a eu le Il cielo non è un fondale, le ciel n'est pas une toile de fond. Et puis, plus récemment, un spectacle inspiré de Ginger et Fred de Fellini, qui s'appelait Avremo ancora l'occasione di ballare insieme, donc nous aurons encore l'occasion de danser ensemble. Et tous ces spectacles ont été faits en collaboration à 4 mains avec Antonio Tagliarini. Là, c'est un spectacle qu'elle fait seule, qu'elle signe seule, d'après un roman de Han Kang, un roman vraiment assez stupéfiant. C'est une femme
sud-coréenne qui a obtenu le prix Médicis étranger en 2023 pour un livre qui s'appelait Impossibles adieux. Peut-être que vous le connaissez. Mais je vais laisser tout de suite Daria De Florian nous parler de son spectacle. Sono Daria De Florian, sono felice di presentare questo mio nuovo progetto all'interno della stagione dell'Odeon. Si tratta dell'adattamento per il teatro di un romanzo straordinario che ha vinto molti premi, tradotto in tantissime lingue, di una scrittrice sudcoreana, Han Kang. Il titolo è La vegetariana ed è un titolo che può anche trarre in inganno perché sì, è vero, la protagonista smette di mangiare carne, ma questo è solo l'inizio di una serie di scelte, di una serie di avvenimenti che la portano a scegliere sempre più radicalmente di abbandonare la via umana, carnale e di provare ad avvicinarsi a una via vegetale, a diventare pianta. Non si tratta di una storia fantascientifica, non c'è nessuna trasformazione fisica, ma è veramente attraverso la scelta di questa donna, inizialmente normale, qualunque, anzi definita insignificante dal marito, possiamo attraversare tutte le questioni legate a come rispondere alla violenza del mondo, come l'umanità può cercare una strada che non sia quella di rispondere alla violenza attraverso la violenza. Questo romanzo mi ha entusiasmato, mi ha colpito fin dall'inizio anche per la struttura già vicina al teatro. Sono 3 parti, nella prima parte c'è il marito che racconta, poi c'è il cognato, un artista bloccato nella sua arte e che trova attraverso di lei invece un rinnovamento, un senso del proprio mestiere, e la terza parte è quella dedicata alla sorella, la interpreterò io, la sorella che crede di volere il bene della propria sorella, crede di volerla aiutare, ma in realtà non sempre quello che crediamo sia fare del bene è fare del bene per gli altri, per quelli che ci stanno vicini. In scena insieme a me c'è una compagnia che mi permetto di dire straordinaria, di attori e attrici che ho individuato in questi anni da quando ho scelto, così ho pensato di poter mettere in scena questo romanzo e li ho proprio trovati uno a uno. La vegetariana è stata da subito Monica Piseddo, con cui abbiamo già collaborato insieme con Antonio Tagliarini in diversi progetti. Lei è la vegetariana, abbiamo letto il libro nello stesso periodo e non poteva che essere lei. Il marito è Gabriele Portoghese, un attore molto delicato, non volevo trasformare il marito in una figura retorica, banale e negativa. E la sua femminilità, la sua delicatezza rende ancora più misterioso questo rapporto con il non capirsi, con questa coniugalità terribile, faticosa, inutile, morente. E poi per il cognato ho scelto Paolo Musio, un attore che ho conosciuto in un progetto di Eimuntas Necrosius e che da allora seguo per la bravura e per l'asciuttezza della sua presenza in scena. Insomma, un gruppo poi circondato da tanti e tante collaboratrici. Non li posso nominare tutti, ma diciamo forse la novità, quella più particolare, è la collaborazione con una sceneggiatrice, Francesca Marciano, una sceneggiatrice di cinema che mi ha aiutato veramente a tagliare questo romanzo a cui non avrei eliminato una riga senza di lei e a capire proprio la spina dorsale di questa storia incredibile e impossibile.
Alors après la végétarienne, on va passer aux forces vives. Les forces vives, c'est donc un spectacle présenté par la compagnie Animal Architect qui a été fondée par Camille Dagen et Emma Depoix, elles se sont connues à l'école du TNS, élèves en mise en scène et en dramaturgie, ou en scénographie. En jeu et en scénographie. Camille et moi, Emma, ont fait plusieurs spectacles, déjà, dont 2 qui ont été présentés dans le cadre du Festival d'automne. Le premier s'appelait Durée d'exposition, voilà, et le deuxième, Bande. Et ce spectacle est également dans le cadre du Festival d'automne à Paris. Et c'est donc un spectacle qui s'inspire des écrits de Simone de Beauvoir. Je te laisse, Camille, nous raconter quel est ce projet. Bonsoir. Les Forces Vives, c'est un spectacle qu'on a créé à partir du cycle des mémoires de Simone de Beauvoir. Donc les mémoires d'une jeune fille rangée, la force de l'âge, la force des choses, et aussi de ses cahiers de jeunesse et du deuxième sexe. Donc il y avait comme ça une très grande matière à partir de laquelle composer cette fresque. Peut-être je me suis dit que je pouvais vous donner un peu les points de départ, puisque j'ai la chance d'être là, donc je peux vous en parler en direct. Et les points de désir qui ont fait qu'on s'est intéressé à cette autrice et à cette matière en particulier. Je pense qu'on est parti de la question d'abord, c'est quoi le XXe siècle ? Puisque moi je suis née dans les années 90, je travaille avec une bande de gens qui sont très majoritairement nés dans cette queue de comète du XXe siècle. Certains ont connu le mondial de football 98 et d'autres pas. Et Beauvoir, elle est née en 1908 et elle est morte en 1986. Donc elle nous apportait comme ça une sorte de grande... Elle nous permettait une sorte de grande traversée en sa compagnie de ce siècle et notamment de ces guerres, de ces conflits politiques, intellectuels, puisque c'est vraiment ce qui scande les mémoires en vérité. La Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, la guerre d'Espagne, la guerre d'Algérie. Voilà, et c'est vrai que c'est un peu une des hypothèses de notre travail dans les spectacles que tu as cités, Stéphane, et puis dans d'autres qu'on a eu l'occasion de faire, cette question du rapport au souvenir. C'est-à-dire comment nous, on peut se faire au plateau des souvenirs de choses qu'on n'a pas vécues. Comment est-ce qu'on peut se mettre en rapport avec un passé qu'on ressent comme étant encore vibrant, présent, potentiellement irrésolu, y compris collectivement. Et c'est vrai que Beauvoir nous offrait un point de départ magnifique parce que c'est ce qu'elle fait à partir d'une expérience vécue. C'est-à-dire que dans les mémoires, ce qui est très frappant et pour moi très passionnant, c'est qu'on est vraiment à la fois dans une manière de reconstruire, de resituer des choses depuis vraiment son corps à elle de femme, d'abord de petite fille blanche, bourgeoise, née dans un milieu très conservateur à Paris. Elle a cette manière d'être à la fois dans une description qui va chercher les perceptions, le concret, le charnel, donc la grande vitalité du présent, et en même temps, c'est une penseuse, évidemment, une philosophe. Donc c'était aussi un matériau, ces mémoires, qui avait une dimension conceptuelle, réflexive, qui nous permettait d'imaginer un jeu qui soit justement, et ce qui est un peu toujours ce que je cherche, à la fois très au présent, très dans la jubilation de la chose vécue, et en même temps toujours avec une manière de distance, de ressuscitation, enfin, de regard sur ce qu'on est en train de reconstruire. Et c'est là, pour moi, où on pouvait faire théâtre à partir de ça. Donc, concrètement, le spectacle, je suis absolument incapable de regarder l'écran en même temps, mais je pense que vous voyez des images, vous. Donc, le spectacle essaie de suivre, justement, de traduire un peu physiquement ce processus de métamorphose. C'est-à-dire que chaque moment de la vie et chaque époque dans laquelle sont pris les moments de la vie est traduite différemment dans les mémoires par Beauvoir. Et nous, on a cherché théâtralement à donner corps à cette manière de changer de perception au fur et à mesure qu'on change, qu'on grandit. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que d'être une petite fille pendant la Première Guerre mondiale ? Qu'est-ce que c'est que d'avoir 50 ans pendant la guerre d'Algérie ? Enfin, c'est pas la même manière de dire « je », c'est pas la même manière de penser sa vie. Et donc, nous aussi, notre plateau, c'est toujours le même dispositif, mais qui varie, bouge, se désosse. Le jeu de Beauvoir passe aussi d'actrice en actrice. Elle est comme ce jeu est aussi utilisé de façon différente. On a cherché des théâtralités
différentes pour traduire ces moments de la vie. Donc le spectacle est en 2 parties, avec un entracte. La première partie travaille vraiment la construction du sujet Beauvoir, on peut dire, depuis la petite enfance, puisqu'on a décidé de parler de ce moment-là auquel elle donne beaucoup de place, et notamment des colères de la petite enfance, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, donc le début de sa trentaine. Donc on suit globalement une sorte de fil chronologique, mais qui n'est pas strictement chronologique, puisqu'il y a aussi des tissages, des contrepoints avec aujourd'hui, enfin notre regard sur ça. Et dans la deuxième partie du spectacle, on a choisi de s'intéresser à elle plutôt comme objet, c'est-à-dire que cette fois, on mène un peu l'enquête depuis maintenant sur ce que c'est Beauvoir, Simone de Beauvoir, comme objet de culture, et sur ce que c'est aussi pour nous, c'est-à-dire notre génération. Donc là, on s'intéresse d'une part aux guerres d'interprétation qu'elle a pu susciter, puisque c'est une autrice qui suscite beaucoup de colère, beaucoup de passion, et on s'est amusé à aller chercher les archives critiques, médiatiques, journalistiques, de toute nature, qui ont pu entourer son œuvre et à les réenacter, à les travailler au plateau. Donc on va de François Mauriac à Paul B. Preciado comme une sorte de traversée de cette véhémence qu'elle suscite pour essayer de comprendre aussi ce qu'elle représente. Et en fait, en faisant ce travail, on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui manquait. Dans le souvenir que nous-mêmes, on a gardé ou on a reçu de Simone de Beauvoir, il y avait comme un trou de mémoire. Et ce trou de mémoire, c'est son engagement et celui de Sartre au moment de la guerre d'Algérie. Et donc, on a choisi de consacrer une grande partie de la fin du spectacle à la guerre d'Algérie, donc en fait au dernier tome de La Force des choses, qui est vraiment un tome des mémoires qui a un statut très différent, où tout à coup, le jeu biographique, autobiographique s'absente pour donner place à des archives, à des documents. Il y a vraiment une manière de dire, d'une certaine manière, ma vie, c'est aussi l'époque, c'est aussi le monde. Et ça nous a passionnés, nous aussi théâtralement, de chercher cet autre regard sur elle, sur comment on est aussi défait par le monde dans lequel, qu'on traverse, qui nous imprègne. Et c'était sans doute aussi là où Beauvoir nous permettait de combler peut-être un trou de mémoire qui est toujours actif aujourd'hui, en tout cas toujours insondé pour en tout cas notre génération de vingtenaires et trentenaires. Voilà. Donc, que dire, il y a 7 acteurs et actrices au plateau, et le spectacle a été conçu en collaboration très étroite avec une équipe technique, puisque la spécificité de la compagnie, c'est que donc on la co-dirige avec Emma, qui est scénographe. Moi, je mets en scène et j'écris, mais toujours à partir des dispositifs techniques. Et là, en l'occurrence, la scénographie était là très tôt. Et on est très émus et très heureux de venir présenter ce spectacle qui nous a porté très fort cette année. Voilà. Et on peut dire donc que le spectacle vient d'être créé au Théâtre du Maillon à Strasbourg. Le spectacle vient d'être créé, d'où mon visage quelque peu marqué par les fatigues de l'existence. Et on en sort tout juste et on est aussi encore dans ce moment de découverte de ce qu'on a, de ce qu'on a fait, et c'est d'autant plus heureux pour nous d'avoir la possibilité de jouer quand même une assez longue série. C'est un spectacle ample qui va avoir le temps de se déposer dans cette salle qui m'a toujours fait rêver des ateliers Berthier. Donc on a vraiment pensé aussi la scénographie pour cet espace et on a hâte de la mettre sans dessus-dessous. Merci beaucoup. Alors, on va passer à Caroline. Alors, Caroline, donc, qui a été artiste associée ici pendant pratiquement toute la durée de mes mandats, mais entre-temps, elle a quand même été nommée à la direction du Théâtre national de Strasbourg, qui est l'endroit où je l'avais rencontrée, puisque je l'avais recrutée comme élève metteur en scène à l'école du TNS. C'était en 2004. Ça fait donc 20 ans. Donc voilà. Donc 20 ans plus tard, c'est toi qui diriges cette maison et j'en suis très heureux pour la maison et c'est une belle boucle, c'est vraiment magnifique. Et ça va être donc ton premier spectacle comme directrice du TNS. C'est un spectacle un peu... si tu vas nous le raconter, tu viens aussi de le créer.
C'est là. Oui, j'ai eu les avant-premières au festival, au TNS, pardon. Et là, du coup, on va le créer mercredi à Vienne. Avant de parler de l'Acrima, c'est d'abord, moi, enfin, pas en tant que directrice du Théâtre National de Strasbourg, mais en étant quand même très inspirée, qu'effectivement, je voulais juste te remercier, Stéphane, et Didier. Alors, je suis très émue, parce qu'effectivement, en 2004, ma vie a changé, et que je ne connaissais pas encore Tchekhov, et que du coup, je suis arrivée dans une salle au JTN, et que du coup, tu étais dans cette salle, que Anne-Françoise était dans cette salle, et que de façon absolument intense et sans jamais me lâcher, tu m'as accompagnée. Que ce soit du TNS, au Théâtre de la Colline, à l'Odéon, et là, effectivement, encore, enfin voilà, effectivement, j'arrive à la direction de ce théâtre, et je suis très inspirée par tout ce que j'ai traversé quand tu étais mon professeur, quand tu étais directeur. Et je voulais te remercier de ça parce qu'en fait, les chiffres le parlent, ce dont tu as parlé dans ton édito. C'est qu'effectivement, oui, je pense qu'ici, en fait, ça a été une grande maison de création. Et qu'en tant que créatrice, vraiment, je peux le dire, que tu as, avec Didier, soutenu les femmes créatrices et que ça aussi, merci. Et je voulais te remercier aussi parce que tu m'as accompagnée sans paternalisme, alors que s'il y avait bien une personne qui aurait pu être très paternelle avec moi, c'est toi, vu la longue... Et voilà. Et je voulais du coup te remercier de ça. Voilà. Merci à toi. Alors, l'Acrima. L'Acrima, donc... Tu nous as fait pleurer, donc en fait, c'est une bonne transition. Ça, c'est mon style. Alors, l'Acrima, je vais vous raconter l'histoire. C'est l'histoire de la princesse d'Angleterre qui passe commande dans une maison qui passe commande pour sa robe de mariée dans une maison de haute couture française. Et donc, on va suivre la confection de cette robe de mariée. Et on va voir en fait toutes les mains qui vont toucher cette robe. Donc que ce soit de la première d'atelier, que ce soit au patronnier, que ce soit donc ça sera à Paris, ou que ce soit avec les dentelières d'Alençon, ou que ce soit dans les broderies que l'on fabrique à Mumbai, puisque peut-être que vous ne le savez pas, mais dans les Fashion Weeks, dans les endroits où vous voyez les plus belles robes, et d'ailleurs on a vu encore plein de belles robes au Festival de Cannes, les robes qui sont brodées en fait par des savoir-faire d'hommes musulmans en Inde, à Mumbai, parce que ce sont eux en fait qui ont ce savoir-faire et cet or entre les mains. Et donc le spectacle va parler de ça, va parler de l'or entre les mains qu'ont les gens. Et la façon dont ils sont invisibilisés, finalement, puisque dans les maisons de haute couture ou dans la façon dont on parle de la robe, donc en fait, je vais vous dire, on ne verra jamais la princesse. Je ne vais pas vous spoiler, puisque c'est un grand récit. Mais en fait, bon, voilà. Mais en tout cas, enfin, c'est un récit avec plein de suspense, c'est pour ça que je ne veux pas spoiler. Mais en tout cas, l'idée, c'était de se dire comment est-ce que finalement des choses qui sont si visibles, si acclamées, comment est-ce que finalement derrière se cachent des personnes qui travaillent finalement dans l'ombre et qui pour autant ont ce savoir-faire incroyable. Et donc pour écrire ce spectacle, je suis partie à Mumbai, je suis allée à Alençon beaucoup, où j'ai découvert donc le savoir-faire des dentelières. Le savoir-faire des dentelières, je ne sais pas si vous savez, mais par exemple ce sont des femmes qui passent des journées entières dans le silence le plus total. Et donc, elle travaille avec des fils plus fins que des cheveux, à tel point, du coup, qu'il y a des problèmes oculaires, hein, puisqu'en fait, c'est très, très fin, et ça leur demande une précision oculaire qui fait qu'en fait, au début du siècle, d'ailleurs, elles perdaient la vue. Et il se passe maintenant, par exemple, dans leur corps, des choses assez étonnantes aussi, qui est qu'en fait, elles doivent tellement se concentrer pour que leur point soit réussi. Une dentelière fait en moyenne maximum 1 cm² par jour. C'est ça le savoir-faire des dentelières. Et pour réussir à faire ce centimètre carré, elles sont obligées de se concentrer d'une telle façon qu'en fait, elles en arrêtent des fois de respirer. Et en fait, entre elles, elles ont un système de veille qui font que si elles voient une de leurs collègues ne pas respirer, elle leur dit « attention, respire ». Et du coup, c'est à la recherche de ces endroits de savoir-faire, mais aussi du coup
de rapport avec l'autre, avec celui qui sait faire avec moi. À Mumbai, c'est la même chose. Comment est-ce que ces hommes, du coup, qui travaillent que sur des choses, en plus la broderie, c'est assez dingue parce que c'est vraiment ce qu'il y a de plus brillant, c'est vraiment les perles, c'est du sequin, c'est des paillettes, c'est des choses aussi qui sont beaucoup, beaucoup données aux femmes. Et pour autant, on arrive dans des ateliers là-bas et tout est fait par des hommes. Donc bref, du coup, l'idée pour moi, c'était de me balader comme ça dans ces différents lieux pour capter le savoir-faire et puis essayer, du coup, de les rassembler autour de cette robe de cette princesse. Et en fait, il y a une chose qui m'a amenée dans l'écriture, c'est que finalement, tous ces lieux avaient aussi une chose en commun, en plus de leur savoir-faire, mais qui était la question du secret. En fait, par exemple, la dentelle d'Alençon, pendant des années, était une dentelle dans les années 1700. En fait, elle était la plus demandée d'Europe. Et du coup, c'était devenu un secret industriel, ce qui fait qu'en fait, les dentelières n'étaient pas au courant de toutes les étapes de la fabrication. On avait divisé le travail pour éviter en fait qu'une dentelière puisse connaître la totalité en fait de la dentelle et qu'elle du coup elle puisse finalement le donner, que ça fuite. Donc le secret est là. Mais par exemple aussi quand on va à Mumbai, le secret est très présent puisque moi à chaque fois que j'allais dans les ateliers, on me faisait signer à chaque fois des clauses de confidentialité où je ne devais pas dire les collections sur lesquelles les hommes travaillaient, je ne devais pas demander aux hommes sur quoi ils travaillaient, et il était même question en fait que les hommes ne sachent pas sur quoi ils travaillent, pour que le secret, encore une fois, soit gardé. Et à Paris, c'est pareil, dans les ateliers de haute couture, quand on rentre, le téléphone doit rester de côté, il doit y avoir, par exemple, la robe de Lady Di, dont je me suis inspirée. Sachez qu'il y avait eu 2 modèles. Il y a eu la robe qu'on a vue, oui, qu'on a vue. Enfin, moi, j'étais petite, mais je m'en souviens. Et il y a celle qu'on n'a jamais vue au cas où le secret, en fait, aurait fuité. Donc cette idée du secret a tout d'un coup circulé à l'intérieur de mon écriture, et je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est que en fait, tout d'un coup, ces lieux dans lesquels la question du savoir-faire, du secret, mais aussi du coup de la violence que ça implique, et comment est-ce qu'en fait ça vient irriguer ces lieux. Et cette robe de mariée. Il y a une phrase que je dis à la fin du spectacle qui est, en fait, en Chine, on dit toujours qu'il ne faut jamais défaire un tissage de soie, parce qu'en fait, dans chaque fil, dans chaque nœud de la soie, se rassemblent en fait les larmes d'une époque. Et il ne faut pas les défaire. Sinon, en fait, les larmes repartent dans l'époque. Voilà, le spectacle tente de parler de ça. Vous dire que du coup, sur le plateau, il y aura 10 comédiennes et comédiens. Il y aura une partie du spectacle qui sera donc parlée en français, en anglais, en tamoul. Et il y a aussi certaines scènes en langue des signes. Je vous laisserai découvrir pourquoi. La scénographie, en fait, pour ceux qui ont vu nos précédents spectacles, on était dans des scénographies assez réalistes. Là, finalement, ce qui nous a aussi attrapés, et c'est là où j'étais très heureuse en tant que directrice du Théâtre national de Strasbourg, c'est qu'au cœur du Théâtre national de Strasbourg, il y a les ateliers de costumes, qui sont de très très beaux ateliers avec des savoir-faire, et d'ailleurs on s'est beaucoup inspiré de ça pour pouvoir créer. Et en fait, là, finalement, la question du réalisme ne tient pas tant au mur, mais que le réalisme même de la fabrique. C'est-à-dire comment est-ce qu'on a essayé de mimer. Alors, les acteurs et actrices ne savent pas faire de la dentelle. Il faut une dizaine d'années pour commencer à apprendre à faire la dentelle. Pareil pour faire un patron et pour faire de la broderie, idem. Mais en tout cas, on a tenté à chaque fois de créer cette croyance. Par contre, voilà, ce qu'il y a au cœur à chaque fois de mes spectacles, de nos spectacles, c'est la question d'y croire. Donc là, c'est pas tant de croire au mur, hein, mais c'est de croire à la fabrique, en fait, de ce qui va être fait en direct devant vous, de cette robe, donc qui va réunir ces 3 lieux et qui va traverser 8 mois, puisque la commande de la princesse se passe le 8 octobre et le mariage aura lieu le 26 juin. Voilà. Merci. Merci Caroline. Donc le festival va être créé au Festival de Vienne, en Autriche, et sera joué ensuite au Festival d'Avignon. Tu t'en vas ? Caroline, on a un truc ? On peut le faire maintenant ? On revient avec Caroline. On arrive. Enfin, attends.
On voulait plutôt le faire maintenant en plein milieu, plutôt qu'à la fin. Parce qu'on sent là, quand même, dans l'air, une émotion particulière. C'est de la part de tout le monde, hein, Stéphane. C'est pas uniquement Sylvain et moi. Attends, on a perdu le micro. C'est celui-là, voilà. Bon, je sais pas quoi dire, merci beaucoup. Je vais pas pouvoir continuer là. Bon, merci, je suis très touché. Lacrima, c'était couru. On va quand même continuer parce que sinon vous allez être quand même très frustrés. Et puis bon, on a quand même encore pas mal d'artistes ici qui ont besoin de parler. Donc on a Julie Duclos. J'espère qu'elle va pas nous faire pleurer avec les grands peurs et misères du Troisième Reich. Mais ça pourrait arriver dans les années qui viennent. Donc, alors c'est une pièce de Brecht, assez connue, qu'on n'a pas jouée depuis longtemps. Julie, vous la connaissez, elle a fait un très beau Péléas et Mélisande il y a quelques années, et puis également Kliniken ici, donc c'est son 3e spectacle à l'Odéon. Pourquoi Brecht? Pourquoi cette pièce? Je vais continuer la métaphore Lacrima, excusez-moi. C'est le 3e spectacle. Ici, on a vu les images de Péléas et Mélisande et de Kliniken. Excusez-moi, je suis un peu émue parce que je ne peux pas ne pas te remercier parce que... Excusez-moi, mais... En fait, Stéphane a suivi chacun de mes spectacles, c'est-à-dire les 3 derniers, les 2 précédents à la Colline. Voilà, j'avais 29 ans, donc effectivement, c'était faire arriver les femmes et la jeunesse aussi dans les théâtres nationaux. Je me revois dans ton bureau et tu m'as demandé si j'avais un nouveau projet après celui qui était en petite salle, et je me souviens te dire, j'avais des visions poétiques, peut-être plus d'espace, enfin une esthétique, et je me souviens, tu m'as dit, donc tu es en train de me dire que tu veux la grande salle? Et je t'ai dit oui. Et je me souviens, ce oui, pour moi, c'était comme une petite bombe de dire oui. Et c'en était une aussi, ça n'allait pas de soi que de répondre aussi simplement, j'ai un créneau en mars, la saison prochaine, viens dans la grande salle. Je me souviendrai toujours de ce moment dans ton bureau. Donc voilà, je ne serais pas ici si tu ne m'avais pas accompagnée fidèlement à chacun de mes projets. Alors on va parler de Grand peur et misère du Troisième Reich. Effectivement, pourquoi Brecht? J'ai mis du temps avant de décider de faire ce projet. Chaque jour passant, je comprends pourquoi je l'ai choisi. Évidemment, sa résonance avec notre monde actuel est évident. C'est pas tant l'écriture qui m'a frappée, comme ça pouvait être le cas pour Noren ou Maeterlinck, c'est plutôt la force des situations humaines qu'elle propose. Tout se passe dans les années 30. Pour ceux qui ne connaissent pas la pièce, en fait, c'est une suite de tableaux. Donc il n'y a pas d'histoire, c'est tout un ensemble de scènes de vie qui ont lieu chez les gens, ou au travail, en couple, en amitié. Et donc à partir de 1933, donc à partir de l'accession au pouvoir d'Hitler, jusqu'en 1938, c'est-à-dire l'arrivée de la guerre. Donc c'est vraiment le début de l'arrivée du nazisme, et c'est comme de dire, finalement, tout est là dès le départ.
et ça s'incarne dans la vie des gens. En fait, c'est ça qui est intéressant. Les scènes sont presque très cinématographiques, on pourrait même dire documentaires, parce que Brecht a écrit dans son temps, dans les années 30, c'est dire comme c'était visionnaire. Et donc on suit ces histoires comme des scènes qu'on prendrait en cours sans lien les unes avec les autres, chacune porte un titre, et donc on voit comme la pièce porte bien son nom, comment la peur finalement s'incarne dans les corps et dans tous les rapports, et comment les gens font face à des situations inextricables dont on n'aurait pas pensé qu'elles surviendraient, et finalement comment le fascisme est là tout de suite et s'immisce dans les corps, rend les rapports impossibles, parce que les êtres tombent dans une sorte de paranoïa généralisée, et donc de censure et d'autocensure. Le grand sujet aussi, c'est la parole, c'est-à-dire comment la parole est empêchée, puisqu'on est toujours dans un potentiel de délation, d'arrestation. Donc à partir de là, ça crée une sorte d'autosurveillance généralisée dans des espaces qui sont les espaces intimes. La pièce n'est pas spectaculaire en ce sens. C'est un juge dans son bureau, un couple qui va s'engueuler à propos de son enfant qui est sorti à la maison. On pourrait presque dire, c'est ce que dit la femme juive, les murs ont des oreilles. Il y a ce côté-là dans la pièce qui est terrifiant. Voilà, évidemment, ça regarde mon travail aussi, parce que ce sera très axé sur le travail d'acteur, puisque évidemment tout le sujet, c'est ce qui sous-tend les rapports, ce qui est contenu. Voilà, c'est vraiment les situations humaines et comment les gens essaient de continuer d'évoluer malgré tout entre eux, et comment les rapports sont biaisés. Il y a une dimension aussi évidemment très, très réaliste, je dirais. C'est écrit comme peut-être des bouts de scènes de cinéma. Et c'est même tout l'enjeu aussi de trouver la circulation entre tous ces tableaux. Enfin, ça pose plein de défis à la mise en scène, puisque forcément c'est très fragmenté. Donc voilà, il faut trouver comme ça le continuum et faire qu'il n'y ait pas de systématisme. On peut avoir des visions un peu aussi didactiques de Brecht. Souvent, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Peut-être les titres font cet effet, mais il faut trouver la poésie qu'il y a dans tout ça. Et évidemment, le côté fresque, c'est-à-dire c'est comme un miroir de notre société. C'est-à-dire, ça a valeur d'avertissement. C'est à nos portes. On peut en vivre des effets dans nos vies, peut-être déjà. On peut l'entendre même au-delà d'un parti politique, à l'endroit de comment un système, qu'il soit familial ou dans une entreprise, peut créer aussi de l'oppression, de l'autoritarisme et des effets d'autocensure aussi. Enfin voilà. La pièce brasse tout ça. Il y aura 10 acteurs, 2 enfants, pas d'animaux, peut-être en vidéo, et une scénographie en mouvement. Et voilà, assez épurée, puisque l'enjeu sera d'éclairer les rapports dans ce qu'ils ont de plus contemporain et dans ce qu'ils ont à nous dire aujourd'hui. Voilà. Alors, on va rester un peu dans l'époque avec Sylvain, parce que Sylvain donc, va s'intéresser. Donc, Sylvain Creusevaux, que je ne vous représente pas, qui a fait déjà, je crois, 6 spectacles à l'Odéon, enfin, en comptant celui que tu avais fait bien avant d'arriver comme artiste associé. Récemment, c'était Edelweiss France Fascisme, donc un spectacle qui parlait de la collaboration française pendant la Seconde Guerre mondiale. Et là, tu vas t'intéresser plutôt à la résistance allemande, en t'inspirant donc d'un roman fleuve de Peter Weiss qui s'appelle L'esthétique de la résistance. Et d'ailleurs, Brecht, c'est un des personnages du spectacle. Vas-y. Bonsoir. Oui, L'esthétique de la résistance est un roman écrit par Peter Weiss, un dramaturge allemand, dans les années 70. Il l'a écrit à la toute fin de sa vie, entre 1972 et 1982, sa mort. Peter Weiss, c'est un dramaturge allemand qui est né en 1916 et qui est parti en exil à la fin des années 30.
sa famille, son père, un petit industriel juif, a plusieurs fois avec la famille, pour le travail, s'est déplacé dans les années 30, dans différents pays, jusqu'à Londres, pour revenir à la fin des années 30 en Tchécoslovaquie, et puis finalement émigrer en Suède. Et Peter Weiss sera donc un jeune homme, 1916, 1926, 1920, voilà, un jeune homme de 20 ans, va se déplacer en Suède, et c'est depuis la Suède, à la vingtaine, qu'il traversera la Seconde Guerre mondiale. Et il restera en Suède, après la guerre. Et c'est après la guerre, à partir de 1945, qu'il va commencer à faire des œuvres. Il a touché un peu à tout. Il avait fait à Prague une école d'art. Il a commencé par faire de la peinture. Puis, après la guerre, il a fait du cinéma, des films un peu d'art et d'essai. Il a commencé à écrire, d'abord en suédois, pas en allemand, puis au fur et à mesure en allemand. Il a fait du théâtre. Il est connu pour le Marassad, notamment. Il est très connu pour l'instruction. Quand en 1964, il y a les deuxièmes procès, pas ceux de Nuremberg qui jugeaient les grands dignitaires nazis, mais les procès de Francfort en 1964, quand ce sont plutôt les seconds couteaux qui sont jugés. Par exemple, un homme, un officier qui était sur la rampe à l'arrivée à Auschwitz. Vous voyez, pas les grands dignitaires, mais... Et il a tiré de ces procès une pièce qui s'appelle l'Instruction, qui est composée à partir de la structure de l'enfer de Dante, et où il invente, enfin, il participe à l'invention, ça avait commencé avant, mais du théâtre documentaire, c'est-à-dire comment, en prenant des éléments qui ne sont pas fictionnels et qui sont issus de différents domaines, journalistiques ou voilà, un événement social, judiciaire, comment en les recomposant, on peut en faire œuvre. Tout ça, évidemment, c'était pris dans cette époque où la question de la représentativité de l'extermination des Juifs d'Europe était une immense question. Souvenez-vous, enfin quand je dis souvenez-vous, Adorno avait dit, après Auschwitz, plus de poèmes. Le poème est impossible. Bon, Célan avait répondu des poèmes. Donc c'était toute une... Je suis parti sur un truc super long, là. Je le sens à ma manière très calme. Inventer le théâtre documentaire. On arrive en 68, et cette génération des écrivains, des intellectuels, allemands et français d'ailleurs, qui sont des darons, qui sont des pères à ce moment-là, ils prennent un choc avec la jeunesse plus anarchisante, plus anarchiste, et il est troublé par ce qui se passe, les événements en 68, par la jeunesse allemande. Et au début des années 70, il va commencer son grand œuvre, son magnus opus, qui sera donc l'Esthétique de la résistance, qui est un roman. Je suis obligé de vous raconter un tout petit peu sa biographie, puisque précisément, le long cheminement d'écriture de l'Esthétique de la résistance consiste, d'un côté, à refaire une historiographie extrêmement précise des milieux de la résistance allemande au nazisme, mais à travers les yeux d'un personnage fictionnel. Donc on n'a que des personnages historiques qui ont réellement existé et où le travail d'historien finalement de Weiss est assez précis, mais qui sont vus à travers le voyage d'une sorte d'alter ego prolétarisé de Weiss. Son personnage, qui n'a pas de nom, qui s'appelle le narrateur, on n'aura pas de nom et de prénom, alors qu'on a tous les autres noms des personnages réellement existants dans l'œuvre. Son narrateur est né 1 an après lui, jour pour jour, en 17. Et quand le roman commence, on est en septembre 37, et avec ses amis, il est un ouvrier allemand, un ouvrier communiste allemand, et il fait partie du prolétariat allemand, il travaille en usine. Ils sont devant la fresque de Pergame, cette fresque qui est encore au Pergamon Museum, que l'Allemagne avait fait venir
de l'Empire ottoman, enfin de l'actuel ouest de Turquie. C'est le bas-relief qui présente la gigantomachie de Pergame. Et on est en septembre 37 au début du spectacle, enfin au début du roman et donc au début du spectacle, et on a ces jeunes gens qui ont une vingtaine d'années qui sont devant cette fresque. Et on va suivre ce narrateur en 1937, voyager pendant toute la guerre, s'engager dans la résistance. Alors, il va chercher son passeport chez ses parents en Tchécoslovaquie à Varnsdorf pour rejoindre les brigades internationales en Espagne. À la fin 1937, il rentre dans les brigades internationales et puis après la défaite républicaine contre le Franco, il va en France, on le retrouve à Paris, début de deuxième partie, là ça devient très marrant, et puis il se déplace encore en Suède, et c'est là qu'il rentre dans l'Orchestre Rouge, comment dire, on appelle ça un réseau de résistance du Parti communiste allemand en exil. Et puis jusqu'à effectivement la fin de la guerre. Donc c'est une grande fresque. Et Weiss l'écrit en 3 livres, en 3 tomes. La particularité, c'est pour ça que je voulais vous parler de l'auteur. Je me suis demandé comment vous le dire simplement pour essayer que ce soit... Parce qu'on est tellement, tu vois, écrasé par des trucs, des marchandises et tout, que c'est difficile d'atteindre ce que je veux dire. Vous allez comprendre pourquoi. Je t'ai reconnu. Ce jeune narrateur, il n'a pas la possibilité, en tant qu'ouvrier, jeune ouvrier allemand, il n'a pas accès aux biens culturels. Il n'a pas accès aux biens culturels de la bourgeoisie. Et notamment, il a un rapport à l'art qu'il va essayer de conquérir pendant tout le livre. Au début, ça devait s'appeler la résistance, ça devait être sur la résistance. Et au fur et à mesure, ça s'appelle l'esthétique de la résistance, parce qu'à travers le chemin de combat de ce narrateur et de ses amis, on voyage aussi dans une histoire de l'art de la résistance. Et on voit un jeune homme qui n'est pas issu socialement d'un milieu qui lui permette de jouir facilement des biens culturels et des œuvres d'art. On va les voir les conquérir au fur et à mesure du spectacle. Et il va partir, comme un communiste qu'il est à l'époque, stalinien, pour être très clair, il va partir des œuvres réalistes socialistes, c'est-à-dire ce mouvement artistique qui tente à proposer une représentation du peuple ouvrier, de la classe ouvrière, positive, dominante. Et au fur et à mesure, le narrateur, qui va finalement se destiner à devenir écrivain, va, si vous voulez, rejoindre la position de l'auteur. On va partir finalement un courant artistique assez vulgaire d'un point de vue artistique, le réalisme socialiste, et au fur et à mesure, on va creuser vers véritablement ce que c'est que d'exprimer singulièrement, en tant qu'un artiste peut le faire, une esthétique. Pour cela, pour pouvoir se mettre du côté des réprouvés, des victimes, Peter Weiss était particulier parce qu'il a écrit un texte qui s'appelait « Mon lieu, ma localité » et qui traite d'Auschwitz parce qu'il a compris au fur et à mesure de la fin de la guerre qu'il avait échappé à son destin. Et quelque chose l'a poursuivi tout au long des années 60 et 70 pour savoir comment il pouvait redimer, reconstruire un passé, mais pas comme un devoir de mémoire inorganique et vide, mais sensible et chaud, vivant, si vous voulez. Et c'est en ça qu'au fur et à mesure du roman, ce jeune narrateur va devenir cet écrivain. Et la position singulière, la plus singulière, où tout d'un coup, pour faire œuvre d'art, l'artiste est obligé de mettre sa peau sur la table. Et Peter Weiss, il va en mourir d'écrire ce livre. C'est un livre magnifique, extrêmement important et assez peu connu, assez méconnu. Et c'est au prix en fait de sa vie qu'il va pouvoir recollecter tous les souvenirs des gens qui ont été écrasés par le nazisme et par le fascisme en général. Voilà. Attendez. Alors, le spectacle, je vous le dis juste, très concret. Première partie, 1h20. Entracte. Deuxième partie, 1h15. Entracte. Troisième partie, 1h20. Ça passe tout seul. Voilà. Avant de finir, je voudrais à mon tour... la vache. Je voudrais à mon tour te remercier, Stéphane, parce que, comme Julie, comme Caroline, comme beaucoup,
comme beaucoup dans le milieu du théâtre subventionné français. Hein. Tu m'as, même avant l'Odéon, déjà la Colline, tu nous as beaucoup aidés. Et comme Caroline l'a dit très justement, tu l'as fait sans entrer dans la répétition, sans entrer, tu disais paternalisme, et puis aussi en discrétion. Vous savez, aujourd'hui, mesdames et messieurs, il y a des programmateurs, il y a des directeurs de théâtre qui vous disent, quand vous leur parlez, « Je ne sais pas cette pièce pour mon public. Je ne suis pas sûr. » Ça, Stéphane, il ne fait pas ça. Et à l'époque, il y a quelque temps, on ne faisait pas ça. Il y a des personnes qui faisaient confiance, qui permettaient, qui donnaient des moyens à une équipe, un metteur en scène, ça dépendait comment les gens... à développer, à déplier leur travail, sans mettre le joug, sans mettre la guillotine, si je puis dire, en disant... Donc, ce n'était pas la pièce, ce n'était pas celle-là, elle m'intéresse, celle-là, elle ne m'intéresse pas. C'est ça que tu as pu faire avec moi. Et c'est pour ça que je suis devenu vraiment un très bon metteur en scène. Une dernière chose, je voudrais remercier également avec beaucoup de sa mère, Didier Julliard, qui est où Didier? Il est où? Je voudrais que vous applaudissiez, s'il vous plaît, Didier Julliard. Merci Sylvain. Tu as quand même oublié de dire que c'est un spectacle que tu as fait avec les élèves du TNS. Grâce à Stanislas et avec aussi des acteurs de ta compagnie. Oui. Vladislav, Arthur, Valérie Dréville. Donc il y a 16 ou 17 acteurs et actrices. Donc quand il y en a un que tu n'aimes pas, clac, tu peux regarder un autre, etc. Et voilà, vous voyez, oui. Donc c'est un projet qui est né comme un spectacle avec des élèves, et puis qui est devenu un de tes meilleurs spectacles. Oui, voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci. On va accueillir Émilie Chariot, qui est donc pour la première fois ici à l'Odéon, et qui va présenter à Berthier L'amante anglaise de Marguerite Duras. Émilie, vous la connaissez peut-être pas encore, peut-être vous avez vu récemment un spectacle au Bouffe du Nord sur un texte de Claudine Galéa avec Valérie Dréville. Elle a aussi travaillé sur Tchekhov, sur Noren, sur Annie Ernaux. Voilà, donc peut-être tu peux nous raconter un petit peu ton projet de L'amante anglaise. Bonsoir. Merci Stéphane pour cette première programmation au Théâtre de l'Odéon. Je me suis intéressée à ce texte de Marguerite Duras, L'amante anglaise. Dans les années 50, Duras connaît un tournant dans son écriture, puisqu'elle s'intéresse beaucoup, elle commence à écrire beaucoup pour les journaux, notamment pour France Observateur et Libération, qui sont des articles recueillis dans un livre qui s'appelle Outside, entre autres. Et durant cette période, elle s'intéresse beaucoup aux faits divers. En 1949, on retrouve dans un train de marchandises en France un pied humain. Et dans les jours qui suivent, on retrouve dans différents trains de marchandises, dans plusieurs endroits en France, dans plusieurs villes de France, 67 morceaux de ce même corps, sans retrouver la tête. Les enquêteurs font alors un recoupement ferroviaire et se rendent compte que tous les trains de marchandises passent par un viaduc en Seine-et-Oise, au-dessus duquel vit une femme qui s'appelle Amélie Rabillou, qui a été donc interpellée pour le crime de son mari. Cette femme a reconnu immédiatement le meurtre
de son mari. Elle était très frêle et elle a beaucoup dérouté les enquêteurs parce qu'elle l'a reconnu immédiatement, mais a été absolument incapable de parler lors de son procès. Évidemment, ce mutisme a fasciné Marguerite Duras, qui a écrit une première pièce qui s'appelait Les Viaducs de la Seine-et-Oise. Ensuite, elle a écrit un roman. Ensuite, elle a réécrit une pièce de théâtre qui s'appelle L'Amante anglaise, dans laquelle, grâce à l'écriture dramatique et au théâtre, elle redonne la parole à celle qui n'a pas pu parler lors de son procès, Amélie Rabillot. Elle la transforme en une héroïne qui s'appelle Claire Lannes, qui sera interprétée par Dominique Raymond. Le spectacle se compose d'un interrogatoire en 2 parties égales, qui est hors du temps et hors du système judiciaire. Un interrogateur qui est le double de Marguerite Duras, qui sera interprété par Nicolas Bouchot, tente de s'approcher du crime par d'incessantes questions, tente de comprendre l'âme énigmatique, non seulement de la meurtrière, mais aussi de son mari, Pierre Lannes, qui sera interprété par Laurent Poitrenaud, et qui, lui, dit n'avoir rien vu et n'avoir rien entendu. Voilà. Voilà. Je ne sais pas. Voilà, je suis assez fascinée moi-même par l'écriture, évidemment par le geste d'écrire de Marguerite Duras, qui dans cette pièce transforme plus que jamais le réel en fiction, et on voit, à mon avis, tout le talent de son imagination et de son écriture. Et il n'y avait que le théâtre pour offrir cette catharsis quand un fait divers survient dans nos vies quotidiennes, et qu'on ne sait pas quoi faire avec. Et voilà. Donc. Merci. Ça nous explique pas le titre, hein. Donc, il faut voir le spectacle pour... Voilà. Alors, tu as dit qu'on était un peu... dans un fait divers, mais hors du système judiciaire. Oui. Et là, on va passer avec Lorraine de Sagazan à l'intérieur du système judiciaire, puisque c'est un spectacle sur la justice que tu vas nous proposer. Alors, Lorraine... Séverine ? Ah oui, mais ça s'enchaînait trop bien. La transition était comme non, ça s'enchaînait trop bien. Donc, et puis Séverine n'étant pas venue, elle passera après. Donc, et pardon pour la vidéo, vous allez vous débrouiller, j'en suis sûr. Voilà. Et donc Lorraine, qui est aussi pour la première fois à l'Odéon, avec un spectacle qui s'appelle Léviathan. Alors peut-être vous avez déjà vu des spectacles de Lorraine, récemment Le silence au Vieux Colombier, mais aussi Un sacre au TGP, ou son adaptation d'une maison de poupée, ou son travail sur Platonov, Une absence de père, donc des spectacles que vous avez pu voir peut-être à Bobigny. Donc il y a une partie du travail de Lorraine qui est pas mal de revisiter des textes avec un regard assez singulier. Puis il y a toute une partie qui part aussi d'une démarche documentaire, donc peut-être tu peux nous expliquer. Bonsoir. En effet, Léviathan, c'est le 3e volet d'un cycle qu'on appelle parfois entre nous un cycle sur la réparation, donc qui est précédé par 2 spectacles, La vie invisible et Un sacre. Pendant le premier confinement, je devais monter une adaptation du Décalogue de Kieslowski, et puis finalement, pour plein de raisons, j'ai abandonné ce projet et j'ai demandé au théâtre qui allait accueillir Feu Kieslowski de nous permettre de rencontrer autant de gens que de jours gâchés par la crise, pour essayer de redéfinir les contours de notre manière de faire du théâtre. Et dans ces théâtres fermés, pendant plusieurs mois, on a rencontré donc 400 personnes qui nous ont parlé de 2 choses majoritairement. La première, c'était l'absence de prise en charge de la mort dans un pays comme la France, à l'heure de l'absence de la possibilité de funérailles collectives, ce qui représentait vraiment une rupture anthropologique majeure et quelque chose de totalement inédit en France en temps de paix, ce qui a donné Un sacre. Et le deuxième sujet, c'était la justice, ou comment l'institution judiciaire ne génère pas un sentiment de justice chez, visiblement, la plupart des gens qu'on a rencontrés. Et donc, on s'est dit que ce serait alors cet autre spectacle autour duquel on travaillerait. Donc, la justice, l'institution judiciaire, quasiment tout le monde s'entend à peu près sur son idéal, sur sa mission.
mais les opinions divergent quant à son application. Et la justesse de la justice peut s'évaluer en fonction de la manière dont elle est rendue. Donc on a fait une immersion avec une partie de mon équipe, de dramaturges, de l'écrivain Guillaume Poix, qui est mon collaborateur depuis longtemps, et aussi des interprètes. Et on est allé au tribunal pendant une année, assez régulièrement, et plus particulièrement au tribunal de Paris, d'ailleurs à côté de Berthier, là où le spectacle se jouera, et plus particulièrement dans la 23e chambre, celle des comparutions immédiates. La comparution immédiate, c'est une procédure de justice expéditive où en 15-20 minutes, je précise que c'est anticonstitutionnel en Belgique et que c'est une procédure totalement interdite dans beaucoup de pays d'Europe. Donc c'est une procédure expéditive où en effet en 20 minutes on va juger des délits souvent mineurs, j'appelle mineurs ceux qui ne font pas de victimes directes par exemple, et les sanctionner de peines majeures, c'est-à-dire de la prison ferme 70% des cas. Donc très peu d'enquêtes, pas de possibilité de prendre connaissance des dossiers ni même de prendre contact avec les prévenus dans ces comparutions. Donc on est parti vraiment de ces histoires-là, et on s'est vraiment, grâce à la comparution immédiate, on a vraiment tenté d'interroger le système pénal contemporain français, d'essayer d'observer ses béances, ses dysfonctionnements, et de réfléchir aussi aux alternatives, qui a été l'autre volet de la recherche, puisqu'on a beaucoup travaillé aussi et réfléchi sur les peines alternatives, les peines à l'incarcération, mais aussi les alternatives à la peine, ce qu'on peut appeler parfois la justice réparatrice, c'est-à-dire comment il ne s'agit plus d'une confrontation au code pénal, mais plutôt de remettre au centre la blessure, l'individu, les conflits qui sont parfois confisqués par l'institution judiciaire. Donc les alternatives, ça va vraiment de la vendetta à la justice restaurative, en passant par des réflexions sur l'abolitionnisme pénal, ou même ce qui s'organise dans certains pays, des tribunaux populaires, etc. Donc le spectacle, dans le spectacle, donc avec 8 interprètes, dont des gens avec lesquels j'ai beaucoup l'habitude de travailler, nous on fait vraiment, il y a un travail très collectif au sein de la compagnie. Il y a un acteur amateur avec nous qui a lui beaucoup vécu la comparution immédiate et qui connaît aussi l'incarcération, et on va retenter en fait avec lui, qui est à la fois le garant et l'instigateur du spectacle, de recomposer, de rejouer des comparutions immédiates. Donc vous le voyez sur les photos que j'aperçois. Donc il n'y a pas d'approche documentaire scénique. C'est dans une immense cathédrale de tissu avec une esthétique baroque. Les acteurs et les actrices sont la plupart du temps masqués. Donc rejouer des comparutions immédiates de personnes que cet homme, Khalaf, aura croisées dans la petite salle d'attente attenante au tribunal des comparutions immédiates, et qui l'ont particulièrement marqué. Et il va tenter pendant le spectacle en repassant par ces comparutions immédiates, d'une part reposséder du temps et reposséder les conflits qui lui auraient été volés. Donc on est d'accord qu'on part d'une démarche documentaire, mais qu'on arrive sur un spectacle de fiction. Voilà, c'est ce que je voulais préciser. Alors, bon, on va quand même revenir à Séverine. Donc Séverine Chavrier, ça va être son 4e spectacle à l'Odéon. Vous aviez vu peut-être Les Palmiers sauvages déjà d'après Faulkner. Nous sommes repus mais pas repentis d'après Thomas Bernhardt, et Ils nous ont oubliés plus récemment aussi d'après Thomas Bernhardt. Et là, donc, elle revient à Faulkner avec un roman qui est un grand roman aux airs de tragédie antique, une histoire d'ascension sociale doublée de catastrophe familiale dans une petite ville du sud des États-Unis, du Mississippi. Et c'est ce sud quasi mythologique où la machine à rêver, l'American Dream, se révèle aussi une machine à broyer. C'est son premier spectacle comme nouvelle directrice de la Comédie de Genève. Donc pour elle, c'est un grand spectacle important aussi. Et ce spectacle va être créé aussi au Festival d'Avignon. Mais Séverine n'est pas là, mais elle est là.
Absalom, Absalom, roman sur la déchirure de deux frères où la guerre de sécession est au cœur, comme si la grande histoire rejoignait aussi l'histoire intime d'une famille. C'est aussi l'impossible revanche sociale et la folie d'engendrement d'un blanc hanté par la question de la légitimité, qui est aussi la question de la légitimité américaine, impossible, après ces deux viols que sont la traite des Indiens et l'esclavage. Et qu'est-ce que l'Amérique nous apprend aussi de nous, de nos sociétés occidentales, dans cette machine à images qui broie l'humain, et comment on est passé du grain de maïs au pop-corn, du Sud à Hollywood, et qu'est-ce qui reste encore, qui est encore sur cette terre, et comment on continue à exploiter, en fait, et quel objet théâtral peut raconter ces dramaturgies et ce fracas de temps qui est, on raconte à des plus jeunes une histoire, une obsession, et de quoi on les rend héritiers. Une jeunesse brisée, sacrifiée, broyée, qui essaye de recevoir ce récit de fantôme, finalement. Bon, pour ceux qui ont déjà vu les spectacles de Séverine, on peut s'attendre à un spectacle foisonnant, un spectacle total où la littérature dialogue tout le temps avec les images, la musique. Elle est aussi elle-même musicienne. Et voilà, ça va être aussi un spectacle. Il y a quelques spectacles un peu longs dans la saison, hein, dont celui-là, mais il vaudra certainement le détour. Voilà. On va finir par un jour de joie, par la fête avec Feydeau. Alors Stanislas, on ne l'attend pas forcément dans ce répertoire, et c'est une erreur parce qu'il a fait un magnifique Feydeau il y a plus de 20 ans, qu'on avait d'ailleurs accueilli à Strasbourg. C'était à la Colline aussi, je pense. C'était La puce à l'oreille, donc. Et moi qui peut résister parfois un petit peu face à certains spectacles de Feydeau, je dois dire que celui-ci m'avait vraiment emballé. Donc quand il m'a dit je voudrais monter l'hôtel du libre-échange, qui est par ailleurs une des meilleures pièces de Feydeau, je me suis dit que pour finir cette dernière saison, ça serait un petit feu d'artifice. Si tu me permets, si vous me permettez, moi aussi je voudrais dire quelques mots avant, te dire quelques mots, Stéphane. Très simple. Moi, je ne suis pas de la même génération que Caroline, que Sylvain. Je suis de la même génération que Stéphane. On a grandi ensemble, on a traversé l'institution ensemble. Stéphane a dirigé notamment 3 théâtres nationaux, le Théâtre national de Strasbourg, le Théâtre national de la Colline, le Théâtre national de l'Odéon, à chaque fois avec une éthique, une intégrité, un sens du partage de l'outil qui sont extrêmement rares. Je voulais juste dire ça, c'est-à-dire là maintenant tu vas redevenir un artiste sans maison, tu vas déployer ton art sur les scènes et te remercier de tout ça, de toutes ces années. Voilà, je t'ai vu cheminer à côté de moi et ça c'est inspirant d'avoir à côté de soi des gens comme pouvait l'être Jean-Pierre Vincent par ailleurs, qui ont un sens du théâtre public, du service public, de la transmission. Voilà, je voulais le dire parce que c'est important pour moi de le dire. Voilà. Merci. Feydeau, Georges Feydeau, l'hôtel du libre-échange, rire. Le théâtre de divertissement. Oui, j'aime Feydeau parce que c'est du théâtre de divertissement, c'est du théâtre qui ouvre. L'enjeu pour moi, c'est de suivre cette voie-là. Je pense aussi qu'aujourd'hui, c'est important que ça existe aussi dans le théâtre public, ces chemins-là de rire, de joie, d'une troupe qui s'empare du plateau. Feydeau, qu'est-ce que c'est ? C'est une forme de vertige. J'aime pas le terme de mécanique, parce que le terme de mécanique de Feydeau réduit quelque chose. C'est un amoureux du théâtre, un fou amoureux du théâtre, des situations absurdes, délirantes, un fou amoureux des acteurs et des actrices, donc il crée les conditions pour que quelque chose arrive.
Je suis quelqu'un qui aime le théâtre de la langue, hein, la parole, et chez Feydeau, il y a une langue. Hein, c'est-à-dire, contrairement à ce qu'on croit, ce ne sont pas seulement les situations qui créent l'étonnement, l'effarement dans le public, c'est la langue véritablement, donc il n'y a pas de contradiction dans mon travail. J'ai dirigé pendant 10 ans le Théâtre National de Strasbourg. J'ai essayé aussi de le faire dans le sens du partage de l'outil. Donc, j'ai jamais monté des spectacles avec plus de 5 ou 6 acteurs. J'avais envie, en sortant du Théâtre National de Strasbourg, d'offrir une fête à la troupe, aux spectateurs. Donc, de monter un spectacle avec 14, 15 acteurs et actrices. Et de pouvoir, là aussi, l'emmener sur un certain nombre de scènes de France. Je sors de Christine Angot. C'était une expérience magnifique, Le Voyage dans l'Est, et de Marianne Diaye qu'on avait créé ici. Donc, j'ai réuni une troupe d'acteurs et d'actrices qui viennent à la fois de mes plateaux, qui viennent des plateaux de Thomas Joly, qui viennent des plateaux de Jean-François Sivadier, qui sont des acteurs qui ont une virtuosité, on va dire, sur ce type de théâtre de langage, et toujours rester dans la joie, mais aussi l'intelligence de ce que Feydeau déploie dans son théâtre. Donc l'hôtel du libre-échange, comme son titre le dit un petit peu, l'hôtel du libre-échange, hein, voilà. Voilà. Hein. C'est un hôtel de passe, c'est un hôtel où on vient pour faire ce qu'on ne peut pas faire chez soi avec d'autres. Le début du spectacle, ça met en scène principalement 2 couples, les Pinglet et les Paillardin. Chez les Pinglet, monsieur a une libido très développée et madame pas du tout. Et chez les Paillardin, madame a une libido très développée et monsieur pas du tout. Voilà, donc c'est le prétexte, ça démarre, ça part de là. Le premier acte se passe chez les Pinglet, le deuxième acte à l'hôtel du libre-échange, et au troisième acte, on revient chez les Pinglet. Il y a 14 personnages. On travaille sur, peut-être vous dire une chose, on est encore en train de travailler sur la scénographie avec Emmanuel Clolus et avec Raoul Fernandez sur les costumes. Mais quand on avait travaillé effectivement il y a plus de 20 ans sur La puce à l'oreille, c'était comment on arrive à sortir Feydeau de sa gang, on va dire, de froufrou et de visuel du début du XXe siècle, et comment on l'emmène ailleurs. En s'inspirant, je dirais, de tout ce qui s'est passé depuis dans l'imaginaire. Donc l'enjeu, c'est d'être ailleurs, finalement, dans l'endroit du délire, de la fantaisie et de l'intelligence. Voilà, je ne saurais pas comment dire ça autrement. Le spectacle sera créé à Grenoble et après fera une belle tournée. Donc on est loin des lacrymas, quoique... on peut rire de rire aussi, et pleurer de rire. Et on peut pleurer de rire, absolument. Voilà, l'hôtel du libre-échange, Feydeau. Merci. Much. Merci. Alors, on a fait le tour des spectacles. Donc, vous rappelez juste que on a encore 2 spectacles qui se jouent maintenant. Donc, celui dont j'ai parlé tout à l'heure, oui, de Thomas Bernhard, mis en scène par Célie Poth, à Berthier jusqu'au 15 juin. Et puis, Les Paravents de Genet, mis en scène par Arthur Noziciel, qui est le dernier spectacle de la saison, dont la première aura lieu ce vendredi et jusqu'au 19 juin, et dont vous entrevoyez ici le décor. Je voudrais aussi il y a aussi les dates des restitutions de nos projets d'éducation artistique, Adolescence et territoire, le jumelage artistique avec Aulnay-sous-Bois, Artistes à l'école, l'atelier des 130. Et puis remercier à nouveau nos précieux mécènes individuels, entreprises, fondations pour leur soutien, parce qu'ils rendent notamment possible toutes les actions que nous menons en matière d'éducation artistique et culturelle. Merci aussi à nos partenaires médias qui accompagnent et soutiennent la saison. Les voilà, les partenaires. Et merci à toutes les équipes qui ont préparé cette soirée. Merci beaucoup à tous nos artistes présents ici, et quand même merci à ceux qui ne sont pas venus. Et puis merci pour vos attentions, pour les fleurs. Je vous donne rendez-vous au foyer et dans les studios pour partager ensemble un verre en compagnie des artistes et des équipes du théâtre. Voilà, ce ne sera pas moi qui serai à cette place l'année prochaine, mais je vous dis tout de même à bientôt pour La Mouette, à l'Odéon et puis ailleurs pour d'autres futures créations. Merci beaucoup.